Bienvenue à un autre épisode de ce balado incroyable, Un autre regard sur la différence, présenté par l'Académie des arts Trouve ta voix et financé par la Fondation Sandra et Alain Bouchard. Encore merci à vous autres. Aujourd'hui, dans l'épisode, on parle de l'impact de l'art sur les gens différents. En fait, l'art a un impact sur tout le monde. Même moi, secondaire 4, ça a eu un gros impact. Cours de théâtre, le professeur nous demande si on veut jouer dans la pièce ou faire la confection des décors. Me pensant meilleur que tout le monde, je me dis, c'est sûr, je vais être comédien. Alors, je dis, prof, tu peux me mettre où tu veux. L'impact que ça a eu, c'est que comme personne ne voulait faire les décors, je me suis retrouvé dans le décor. Mais voici plutôt la petite histoire de notre participante Jessica Bragdon et de l'art thérapeute Andrea Bédard-Gascon. Bonne écoute. Un autre bel épisode en vue parce que j'ai eu la chance de te croiser, Jessica. Oui. On va rencontrer Andrea dans quelques instants. Jessica Bragdon, Oui. qui est la participante de l'Académie des arts Trouve ta voix. Hein? Parce qu'à chaque balado, on a une participante ou un participant et c'est toi aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es à l'Académie? Ça fait 3 ans et demi que je te 3 ans dirais et que j'étais à demi. l'Académie. OK. C'est un petit peu après la pandémie que je suis arrivée à l'Académie. Pendant la pandémie. Pendant et toujours à ce jour, tu es toujours là. Oui. Et pour dynamiser un peu la discussion, parce que des fois, c'est le fun d'être plusieurs, un peu comme un party de Noël. Hein? Quand on est juste tout seul avec notre blonde, c'est le fun, mais quand les parents, les grands-parents sont là, ça met plus d'ambiance dans la discussion. Et c'est pour ça qu'on a avec nous aussi Andrea Bédard-Gascon, qui est prof à temps plein, qui est aussi art thérapeute et tellement d'autres choses. J'ai vu ton CV, Andrea, et puis je l'ai photocopié, je l'ai mis dans l'intelligence artificielle, j'ai changé le nom en haut, j'ai mis mon nom. On va voir si je vais avoir un emploi, mais je pense que j'ai des bonnes chances d'avoir une job avec ton CV. J'espère que ça ne te dérange pas trop. Non, il n'y a pas de souci. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je suis content que vous soyez là les deux. C'est-tu votre première expérience de balado, les deux? Oui, moi, Oui. c'est ma première. On est là pour jaser ensemble, pour apprendre à se connaître, apprendre à vous connaître. Moi, on me connaît pas, c'est pas ça le but. Le podcast, c'est Un autre regard sur la différence. Je vais commencer avec toi, Jessica, qui est mon coup de cœur. Tu es la première personne que j'ai croisée quand j'ai dit oui à ce balado-là. Je suis allé vous rencontrer avant. Pas avant de dire oui, mais pour vous mettre à l'aise. T'sais. Puis tu étais là, dans l'entrée. T'en rappelles-tu? Ben oui, je m'en rappelle. Tu m'as jasé tout de suite. Écoute, salut Mathieu, puis ouais donc. Parle-nous un petit peu de toi. Présente-nous qui est Jessica Bragdon. Eh bien, moi, j'ai 27 ans. J'ai un trouble du spectre de l'autisme léger. Puis, je suis quelqu'un qui est très ouverte à toutes sortes d'art. Moi, je fais de l'art visuel, je fais de l'art vivant, je fais de l'art culinaire, je consomme du 7e art. OK, on va y prendre un par un pour les gens qui nous écoutent. Des fois, il y en a qui sont moins familiers avec certains types. Tu me dis art visuel, ça peut être de la peinture, quoi? C'est la peinture, c'est le dessin, c'est aussi l'art-thérapie. OK. Ensuite, tu me dis L'art vivant. l'art vivant. Parce Donc, que l'art moi- culinaire, l'art vivant. Moi, l'art vivant, parce qu'à l'Académie, je fais 2 perfectionnements. Je fais le chant depuis 3 ans, puis je fais le théâtre depuis cette année. Donc, c'est ce qu'on appelle l'art vivant. Ouais. Dans le fond, est-ce que tu aimes ça jouer? Dans le fond, tu joues des personnages. Oui, Tu deviens... T'es plus Jessica Bragdon. c'est ça. Tu deviens un kidam, un personnage, Une anecdote de l'Académie. Il y a 1 an et demi environ, on avait fait une pièce de théâtre lors du spectacle de fin d'année. Puis j'avais joué une petite vieille. Puis là, le public m'en parle encore. C'est-tu vrai? Et là, tu me donnes le goût d'entendre ta petite vieille. T'avais-tu changé ta... Ah, vas-y donc, on va faire de... La petite vieille, elle parlait comme ça! Mais voyons donc, vous êtes pas sérieuse, vous, là?
C'est quoi ton nom de petite vieille? On va faire 2 petites vieilles ensemble. Elle s'appelait Bernadette. Bernadette, voudrais-tu un petit verre de liqueur? Je suis assez contente de te voir. Excuse-nous, Andrea. Tu veux-tu embarquer là-dedans ou tu vas attendre ton tour? Je peux attendre mon tour, ça a l'air de bien se passer, là. Donc, hors vivant, c'est ça. Tu sais, on a eu un moment là, d'égarement. On est devenu vivant tout d'un coup. Mais je sais aussi que tu chantes. Ben oui. Tu es dans la troupe de chant. Oui, je suis dans la troupe de chant. C'est ça, troupe de chant? C'est ça? Groupe de chant? Oui, troupe chorale? de chant. Perfectionnement en chant. Perfectionnement en chant. Donc, tu touches à tout hors culinaire. Oui, parce que Je je fais... m'attendais à en voir un petit moment. Là, on a vu l'acting. Est-ce qu'on Ouais. peut voir le chant? Ah, le chant. Pousse-nous la note. Ah, on peut pas. Ça a l'air qu'on peut pas. On a failli. Oh non, je suis un petit peu gênée devant... Ben non, ça prend du réchauffement Ben oui, de je voix. comprends. Bon. Mais tu as tous les talents, finalement. Art culinaire. Ben, c'est de la popote. de la popote, mais y a une façon de popoter? Pourquoi on appelle ça art culinaire? C'est-tu une façon de popoter artistiquement? Ben, On se salit, on se Non, met non. les mains dans la farine, on Ben fait non. de la poterie hors avec culinaire, par Ouais. exemple, tu regardes des émissions de pâtisserie, puis là, tu vois qu'ils font des affaires assez gros. Là, on appelle ça de l'art culinaire. Des gâteaux de mariage, on pourrait-tu dire que c'est de l'art culinaire? Mais oui, Bon, hein, je suis pas pire pareil, tu sais. Oui. Je suis la POC, comme on dit. fait que quand tu fais des assiettes un peu fancy dans le confort de... Par exemple, moi, je vais déménager dans mon appartement bientôt, puis je vais faire des... C'est sûr que je vais faire des petites assiettes fancy. Fait que ça, j'appelle ça de l'art culinaire. T'apportes ta tout à fait. touche, tu sais, une petite touche C'est- artistique à tout, dans le fond. Oui, C'est beau à voir, ça. Vraiment, là, il y a de l'art partout dans ta vie. C'est pour ça que tu es probablement très occupé. D'ailleurs, avec l'Académie des arts, Trouve ta voix, j'ai vu ton horaire. Excuse-moi d'avoir été m'informer, mais c'est pratiquement du lundi au vendredi, Jessica. du lundi au jeudi. Au jeudi. Le lundi, c'est quoi? Le lundi, c'est l'art visuel avec voir plus grand. Voir plus grand. Le mardi, c'est l'exploration artistique. Le mercredi, c'est le perfectionnement en chant. Et le jeudi, c'est le perfectionnement en théâtre. Tu fais pas ça à chaque semaine. À chaque semaine. À chaque semaine, tu es occupé comme ça. Puis avec la troupe de chant, le groupe, je vais te le dire comme il faut, la chorale, êtes-vous une chorale? Ben, on peut dire, parfois on est une chorale, des fois certains font des solos, des fois il y en a qui sont plus interprètes. Puis entre mes horaires de l'académie réguliers, je fais aussi la tournée des résidences de personnes âgées avec l'académie. Ça, c'est intéressant. Comment ça se passe quand tu arrives dans une résidence comme ça? L'accueil, c'est comment? Puis comment vous vous installez? On est très bien accueillis. On fait notre petit spectacle là, qui dure quoi, 1 heure et demie. Puis les personnes âgées, ils nous en parlent un petit peu après le spectacle. Ils sont contents. On le voit qu'ils sont contents pendant qu'on chante. Puis on le voit aussi qu'ils ont des étoiles plein les yeux. Clairement. Puis ben ça, évidemment, vous faites ça quelques fois par année. Ça Oui. fait du bien à tout le monde, dans le fond. Puis je sais, tantôt, Andrea va parler de ton rôle avec les personnes âgées. Il y a des beaux liens à faire entre vous deux. Je sais pas, je pense pas que c'est le hasard qu'on vous ait jumelé pour ce balado-là. Je vais juste continuer un petit peu avec toi, Jessica, parce que tu as des passions fascinantes. Je sais pas, Andrea, si tu as les mêmes, là. Ou peut-être quand tu étais plus jeune, mais tu es une passionnée de Disney. Oh oui! Oh, je pense que c'est la première chose que tu me dites quand je t'ai vu. Je pense que tu m'as énuméré toutes sortes de personnages. Qu'est-ce qui te fascine? Tu as visité des installations de Disney ou t'es pas encore... Ben, j'ai été à Disney en Floride 3 fois à date. Puis cet été, je fais une première excursion à Disney en Californie. OK, on espère que ça sera pas trop brûlé. Comme on dit, il n'y a pas de feu dans ce coin-là, j'espère? Non, c'est... Non, on est correct. Le parc Disney il est situé géographiquement à Anaheim. OK. Alors que Universal, en Californie, il est situé à Hollywood. Donc, Ouais. là, Universal est fermé de manière sécuritaire à cause des feux de forêt, mais Disney, en Californie, n'est pas affecté. Puis ça vient d'où cette passion de Disney? Parce que quand on est jeune, moi, c'est les premières histoires que mon père me lisait sur ses genoux. C'était les fameux livres qu'on recevait. Je pense que c'était avec un abonnement. On recevait ces livres-là. Je sais pas si t'as-tu l'occasion Le de... club du livre Mickey, c'est comme ça que ça s'appelait. Bon, ben, je viens d'apprendre que, dans le fond, j'étais dans le club du livre Mickey. Toi, ça a commencé comment, cette passion-là? Depuis si longtemps que je me souvienne. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? C'est-tu les personnages, les histoires? Parce que Ben, y en a les que ça va être les princesses. Les histoires, les personnages. OK.
Tu sais, j'ai encore ma collection de VHS de Disney. C'est hors de question que je me débarrasse de ça. Ben là, ça te prend par exemple un lecteur VHS. Mais j'en ai un. T'en as un. J'en ai un, puis j'ai un fil pour connecter le lecteur au PC. Oui, pour. Tu veux, dans le fond, pour les numériser. Mais oui, C'est bien ça. Fait que si on veut numériser nos affaires, on appelle Jessica Bragdon. c'est ça. C'est bon, OK. Tantôt, avant qu'on commence le balado, tu nous jasais ça, puis t'es une encyclopédie musicale, qu'on m'a dit, puis ça a commencé à apparaître juste avant. Là. Toi, tu souffres d'anxiété, Ouais. quand même sévère. Mhm. Est-ce que tes intérêts spécifiques, comme justement la musique, les arts, Disney, puis tout ça, c'est quelque chose qui vient aider à diminuer ton anxiété? Oui, ça l'aide à diminuer mon anxiété. Parce que tantôt, tu nous as tous épatés, je pense, sur le plateau. Tu nous as sorti, parce que moi, je crois, on me dit encyclopédie musicale, un peu perplexe. Et là, tu commences à nous parler de... Parce qu'il y avait un technicien qui plaçait des éclairages. Là, tu as dit, fais pas un Claude François de toi-même. Relatant, pour ceux qui ne savent pas, puis moi, je m'en rappelais à peine, mais ça trahit mon âge, c'est un chanteur français. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à ce chanteur, Ben, malheureusement? Ben, il devait participer à une émission de télé. Donc, c'était le 11 mars 1978. Dit-elle, avec assurance. Il y avait une ampoule qui flashait dans sa salle de bain. Il prenait sa douche, puis il a essayé d'arranger l'ampoule, mais il s'est fait électrocuter. Dans la douche. C'est ça. Alors, la leçon à retirer de cet événement, c'est de changer pas une ampoule les pieds nus dans l'eau. Mais toi, tu te rappelles de la date. Tu te rappelles... Puis là, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'imagine que tu pourrais nous sortir tellement d'autres histoires comme ça. Ah oui. T'es une fan de Joe Bocan, on m'a dit. Ah oui. Ben oui. Là, tes yeux pétillent, là, c'est fou. Je Qu'est-ce qu'elle sais- chantait, Joe Bocan? Je sais qu'elle est née le 8 septembre 1957. Là, c'est pas cool, ça, parce que peut-être qu'elle veut pas qu'on Ah, sache excusez. son On âge. coupera, on Mais coupera. calculez pas trop vite, tout le monde. Les femmes, ils aiment pas ça d'habitude. Même moi, j'aime plus ça non plus trop. Mais c'est pas grave, continue. Joe, t'as une attirance spontanée avec elle, t'as des liens avec elle. Ben oui. Des vrais liens, là. Oui. Tu la connais personnellement. Oui, parce qu'elle aussi, elle faisait des crises d'anxiété quand elle était jeune. Puis, elle m'a un petit peu aidée à traverser ça. Puis, c'est un petit peu grâce à elle que qu'est-ce que je suis devenue aujourd'hui. OK. Elle t'a accompagné? Tu l'as contacté? Ben non, parce que, non, on s'écrivait sur Messenger, puis elle me racontait ça. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur une vidéo qu'elle avait faite pour un magazine. Puis, elle parlait de ses crises de panique, puis comment qu'elle a vécu ça. Puis, Tu t'es reconnu là-dedans? oui, je me suis reconnue là-dedans. Puis vous avez pris contact. As-tu déjà participé à un événement avec elle, chanté avec elle? Pas encore. Oh, pas encore, ça veut dire que Mais on. c'est dans les projets, là. Mais non, mais genre, j'ai rêvé à ça une nuit, une fois. Comment ça s'est passé? Vous étiez où, au Centre Bell ou... C'était pas au Centre Bell, je me rappelle pas où, là. Mais, mais ça fait un mois que j'ai rêvé à ça. OK, fait que ça t'habite vraiment. Ouais. OK. On va revenir à toi dans quelques instants, Jessica. C'est super intéressant. J'aime ta passion déjà des arts. J'ai le goût de passer des heures avec toi. On s'échange nos numéros après le balado, c'est sûr. Andrea, ton parcours est complètement différent de celui de Jessica, j'imagine. Tu vas pas nous parler de Disney nécessairement. C'est quoi ton parcours? Parce que t'es prof de quoi? Oui, je suis prof à l'université en art-thérapie, donc je forme les futurs art-thérapeutes qui vont pouvoir aller semer l'art-thérapie un peu partout là, au Québec. OK. Puis, à la base, je suis art-thérapeute. J'ai fait ma formation en art-thérapie. J'ai commencé, en fait, en décidant un peu mon parcours, en sachant pas, tu sais, on est au secondaire, on sait pas où c'est qu'on s'en va, puis j'ai décidé de plonger dans les arts. Pas du tout On au le sait pas, on secondaire. va se le C'est dire. trop vite pour prendre une décision aussi importante. Mais toi, tu as Ouais. pris la bonne décision du premier coup? En fait, j'ai décidé d'aller dans les arts. Il y avait le penchant art, le penchant humain, le penchant les relations sociales, puis j'ai décidé d'aller dans les arts. Puis à partir du cégep, j'ai entendu parler de l'art-thérapie, puis honnêtement, le chemin s'est tracé assez rapidement quand j'ai entendu parler de ça. Ça rejoignait tout à fait le côté relations humaines avec le côté des arts. Donc oui, mon approche est basée beaucoup dans les arts, les matériaux d'art, l'approche artistique, le processus et tout ça. Puis je me suis rendue après là, jusqu'à devenir art-thérapeute. Mais ça venait d'où, ça, ton désir des relations humaines? Parce que
c'est pas tout le monde qui veut aller nécessairement vers ça. Tu sais, on a chacun nos objectifs, mais toi, tu avais ça en toi. Est-ce que ça partait de plus loin que ça, ce désir-là d'aider quelque part? Ou, C'est intéressant. Je suis allée à l'école primaire, en fait, dans une école qui offrait un volet cheminement régulier, puis un volet avec adaptation scolaire. Puis j'ai pas nécessairement pensé, tu sais, à ce moment-là, quand j'ai choisi d'aller en art-thérapie, que ça l'avait influencé tant que ça, mon parcours. Mais quand j'y repense, d'avoir côtoyé au quotidien des gens qui avaient une différence et tout ça, déjà dès le primaire, je pense que ça peut avoir peut-être semé une petite graine là, pour la suite, pour ce désir-là de curiosité envers les gens, d'apprendre à les connaître, de connaître leur vécu et tout ça, là. Puis le côté artistique, c'est-tu quelque chose que ça vient-tu de la famille? Est-ce que tu étais inscrite dans les options théâtre, art dramatique, art plastique? C'était quoi ta sélection à l'époque? Il y avait de la danse aussi, je sais pas. Moi, je suis d'une autre époque, donc j'imagine que les options sont restées quand même similaires, mais Ouais. dans ton temps, comme on dit, c'était quoi les options au secondaire quand on avait plus de choix de décider un peu qui on était. Il y a des écoles qui offraient plus d'options que d'autres. Le sport aussi est devenu de plus en plus présent dans les écoles secondaires. À une autre époque, on avait moins de sélection. Il fallait choisir entre faire de la natation ou faire de l'art dramatique, puis ça ne cadrait pas nécessairement avec chaque profil. Toi, c'était quoi dans le côté scolaire? Qu'est-ce qui t'attirait? As-tu eu cette chance-là? Musique, peut-être? Oui, ça pourrait, mais non, je vais pas. Non, il n'y a pas je de vais me fibre. retenir sur la note, je vous confirme. Mais au niveau des arts visuels, effectivement, là, OK. donc peinture, dessin, sculpture. Puis quand on pense à l'art-thérapie, justement, en Amérique du Nord, l'art-thérapie, c'est vraiment au niveau des arts visuels. On a les dramathérapeutes, les musicothérapeutes, les thérapeutes par la danse, le mouvement. Donc, toutes ces modalités-là peuvent être couvertes, mais vraiment avec une spécificité quand même, là. Donc, de mon côté, on est vraiment dans les arts visuels. OK. Bien, c'est ça, juste pour être sûr. J'allais te poser la question, mais tu as un peu répondu, mais j'allais te demander, c'est quoi art thérapeute? Parce que je pense, est-ce que ça englobe tout? Mais là, tu fais une distinction avec musicothérapeute. Peux-tu justement nous expliquer les différences ou les spécificités de chacune de ces spécialités-là? Parce que pour un néophyte, art thérapeute, ça veut pas dire beaucoup de choses. On sait que c'est artistique, mais de ta bouche, j'aimerais entendre un petit peu là, plus d'infos là-dessus. Ben, en fait, oui, c'est ça, exactement. La modalité, c'est important d'être spécialiste dans sa modalité. Au niveau des matériaux d'art, il y a tellement une grande variété de matériaux à utiliser qui ont vraiment des qualités inhérentes, tu sais, qui ont des propriétés chacun. Donc, je ne vais pas m'improviser justement dans le chant ou la musique et tout ça. C'est distinct là, au niveau de la formation à avoir. Puis, de la façon dont on l'utilise, ça peut aller chercher des choses qui sont similaires au niveau de l'estime de soi et tout ça, mais ça reste quand même des champs qui sont différents. Donc, utiliser l'art pour pouvoir faire du bien, aider les gens dans un cadre qui est thérapeutique avec quelqu'un, là, puis la relation, je pense que c'est ce qui engloberait là, l'art-thérapie. C'est quoi la formation, dans le fond? Combien d'années pour devenir art thérapeute? Et ensuite, les étapes, là, quand tu sors de l'école, est-ce que tu... Parce que c'est au privé, j'imagine, qu'on retrouve ce genre de corps de métier-là. En tout cas, moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu l'occasion d'être en contact avec une art-thérapeute ou un art-thérapeute. Même chose un petit peu comme la pénurie d'ergothérapeutes dans les écoles, d'orthophonistes. J'ai rencontré ces gens-là, surtout au privé, par l'absence de services publics avec mon fils Benjamin. Musicothérapeute aussi, qui était souvent invité dans les sections d'ergothérapie. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça? Puis toi, comment ça s'est passé au niveau scolaire, la formation? C'est quoi exactement? Oui, bien, c'est une maîtrise, en fait, en art-thérapie. Puis, par la suite, c'est possible de travailler dans plein de milieux, avec plein de clientèle. Tu mentionnes le privé, mais oui, il y en a aussi dans les services santé, sociaux et tout ça. Évidemment, peut-être pas assez. Surtout, depuis la pandémie, on le voit, là, le besoin criant de services. Donc, clairement, ça en prend plus. Il faut en entendre plus parler. Mais la thérapie plus traditionnelle, plus verbale, celle qu'on entend toujours parler, c'est une chose. Mais il y a tellement de belles alternatives possibles qu'il faut en entendre plus parler définitivement, là, comme tu dis, dans d'autres milieux. Ouais. On va parler des bienfaits de tout ça tantôt, parce que toi, tu as été en contact avec des gens comme Jessica, probablement, qui partent d'un point puis qui, sans savoir où ils veulent s'en aller, réussissent à accomplir des choses grâce à l'art. Toi, Jessica, tu écoutes Andrea parler. C'est un peu ça qu'est-ce que ça t'apporte, toi, l'académie?
des arts trouve ta voie. Tu étais qui avant de rentrer? Étais-tu déjà quelqu'un qui aimait les arts ou tu as développé ce côté-là grâce à l'académie? Mais avant d'entrer à l'académie, j'aimais déjà les arts, mais j'étais beaucoup plus anxieuse, plus renfermée. Puis, T'aimais quel type d'art avant? T'étais-tu plus... qu'est-ce qui te définissait au niveau artistique? ben, je faisais beaucoup de dessins. Ouais. Je commençais l'art-thérapie à l'époque. À cette époque-là, on parle j'avais dans la vingtaine, là, 2017, 2018. Puis j'étais vraiment anxieuse à cette époque-là. Je me rappelle que j'avais suivi un cours de cuisine à l'époque. Puis j'étais tellement anxieuse, puis mon anxiété, ça m'a coûté le cours. Ça veut dire que j'ai été renvoyée Parce que ça de fonctionnait l'école. pas? C'est ça. Qu'est-ce qui fonctionnait pas? Donne-moi un... Mais si tu te rappelles d'une anecdote, c'est-à-dire que ça te mettait dans un état, disons, qui n'était pas propice à participer à ce genre d'atelier-là? Ou... Ben, disons que j'étais pas faite pour cette école-là. Puis, tu sais, puis mes parents, ils m'ont fait comprendre que ce que je vivais là, c'était pas un échec, c'était une expérience. Fait que mes parents, ils m'ont beaucoup soutenu là-dedans. Puis après ça, j'ai trouvé une autre école de cuisine qui est, OK. qui est pas un DEP parce que j'ai été renvoyée du DEP. J'avais fait le cours ISP, insertion socio-professionnelle, là, si je me trompe pas. Puis j'avais fait un stage dans une garderie. Puis je voulais comme cacher mon anxiété. C'était une époque, à cette époque-là, je commençais le marché du travail, puis je voulais cacher mon anxiété. Puis là, quand la pandémie est arrivée, là, ça a comme explosé. Fait que mon anxiété, elle s'est plus... Ouais. Comme bien des gens, c'était une période vraiment difficile. La pandémie, ça a été tough. Hein? Ouais, ça a été tough pour moi. L'anxiété a pris un gros bond vers moi, là. Puis c'était pas drôle, là. Ben, je veux pas te ramener dans ces émotions-là, mais tu me dis aussi que tu avais un diagnostic d'autisme léger. Ouais. Ça, dans ta vie, est-ce que tu t'es... Parce que moi, on t'écoute parler, tu sais, je le sais, ton diagnostic, on en a parlé tantôt. Ça se traduit comment dans ta vie à toi? Quand est-ce que tu as su que tu n'étais pas comme les autres? Ah, disons que c'est vague, mais la seule chose que je me souviens, c'est que quand j'avais 9-10 ans, j'ai changé d'école parce que j'étais au régulier jusqu'en 3e année du primaire. OK. Puis à partir de la 4e année du primaire, j'ai changé d'école. Et là, je me suis ramassée dans une classe de 7 personnes. Ouais, une classe adaptée. Ouais. Mais au début, je comprenais pas trop pourquoi que j'étais là. Mais c'est en vieillissant que j'ai vraiment comme compris quelque chose, là. Est-ce que c'était une déception pour toi de te retrouver dans une classe avec des personnes qui sont neurodivergentes? Ou est-ce que tu as ressenti quelque chose? C'était plutôt un environnement qui te convenait? Ben, à cette époque-là, j'étais pas trop consciente de l'autisme. Donc, je peux pas te dire là-dessus, là. Fait que là, on t'annonce que tu vas... J'imagine, avant de te retrouver dans une classe adaptée, y a-tu un processus de diagnostic? Ben, je pense que oui, il y avait un processus de diagnostic qui s'est fait. Puis, il y avait tout le temps une éducatrice avec moi dans la classe. OK. Pour toi seulement, là? Oui, ça? pour moi seulement. Du 1 pour 1, qu'on appelle? Oui, du 1 pour 1, c'est ça. OK. Dans cette classe-là adaptée, tu avais ton éducatrice à toi, C'était au régulier qu'il y avait Au une régulier, éducatrice. OK. Fait que tu n'as pas été trop surprise, disons, quand tu t'es retrouvé dans une classe adaptée. Est-ce qu'avec du recul, tu trouves-tu que c'était à la bonne place pour toi? Tu dis, j'ai fini par comprendre pourquoi j'étais là. Ça veut dire que est-ce que tu trouves que c'était là ta place? Oui. Oui? Ouais. Serais-tu capable de me dire pourquoi? Qu'est-ce qui y a quelque chose qui te rassurait? Y a une raison que tu dis, ben là, en fin de compte, là, Parce que, c'était mon milieu, ça. Parce que disons que c'était beaucoup plus tranquille. Genre, 6-7 élèves dans une classe, on s'entend que c'est plus tranquille, puis c'était plus facile pour moi d'apprendre. Donc, Je comprends. je sais que ça m'a apporté beaucoup de retard
dans mes travaux scolaires. Fait que je me rappelle quand j'étais au secondaire, j'ai travaillé fort pour rattraper ce retard-là. Secondaire régulier? Non, j'étais encore dans une classe... OK. Tout mon secondaire au secteur jeune, j'étais dans une classe adaptée. OK. Donc je me rappelle que j'ai travaillé fort 3-4 ans maximum pour rattraper ce retard-là. Puis je pense que quand j'ai eu 15-16 ans, ça... Il y a eu un petit déclic, là. À 16 ans, ça cliquait. Parce que là, je me suis ramassée dans une école forte l'année suivante. Parce que où est-ce que j'étais, à l'outil des jeunes, les élèves en adaptation scolaire, selon leur niveau, ils allaient soit à Horizon Jeunesse ou à Georges Vanier. Ceux qui allaient à Horizon Jeunesse, c'était parce qu'ils étaient dans une matière primaire, puis une autre secondaire. Puis ceux qui allaient à Georges Vanier, leurs 2 matières, maths puis français, ils étaient en secondaire. OK. Fait que moi, j'avais fini mon secondaire 1, ma dernière année à Outils des jeunes. Donc, c'est pour ça que je me suis ramassée à Georges Vanier, qui était une école plus forte. Tu t'es fait tirer par le haut, comme on dit. Ouais. C'est comment Andrea a enseigné? Parce que, tu sais, là, Jessica nous explique que c'était plus facile pour moi quand on était moins nombreux. Toi, est-ce que c'est des groupes à qui t'enseignes? C'est-tu du 1 pour 1? Comment ça se passe dans ton cas, l'enseignement? Et à des personnes neurodivergentes aussi, il doit y avoir une approche différente parce que j'imagine qu'une art-thérapeute peut aussi enseigner à des neurotypiques. Oui. Ben, en fait, c'est comme 2 choses différentes ce que tu mentionnes, j'ai l'impression, au niveau de mon rôle comme art-thérapeute dans un groupe, par exemple. Oui. Quand j'ai offert des groupes à l'Académie des arts Trouve-ta-Voix, j'ai pas vraiment touché à ce bout-là, mais comment je me suis ramassée là aussi à l'Académie. Exactement. Comme art-thérapeute, je suis sortie de la maîtrise, je cherchais à plonger un peu dans un projet en art-thérapie, quelque chose qui pourrait me parler. Puis, j'ai été à l'école secondaire avec Joëlle, donc sur les réseaux sociaux, la fondatrice là, Joëlle, de qui est la fondatrice de l'Académie des arts ouais. Trouve-ta-Voix. Puis, j'ai vu sur les réseaux sociaux les ateliers qui se passaient. J'ai dit, on essaie, on tente notre chance, on va aller voir comment ça se passe. Donc, comme bénévole, une première fois, observer un atelier avec la formation là, dans ma petite poche pour voir comment je pouvais mettre ça la belle formation, là, c'est pas... mettre ça à profit pour l'organisme aussi, Ouais. éventuellement, et tout ça. Donc, de pouvoir après offrir des ateliers. Puis aussi, côté administratif, aider les nouveaux projets, puis tout ça. Donc, c'est comme ça que je me suis ramassée. En fait, que je me ramasse aujourd'hui ici. C'est comme un petit 1 heure où je peux recôtoyer mon gros coup de cœur là, pour l'Académie des arts Trouve-ta-Voix. Mais c'est ça. Dans le fond, quand on est art-thérapeute puis on offre des ateliers de groupe, effectivement, dépendamment de la clientèle avec qui on travaille, des objectifs qu'on a pour cette clientèle-là, ça peut être en individuel, la thérapie, mais ça peut aussi être en groupe. Des fois, il y a quelque chose de très intéressant à pouvoir briser l'isolement social, de pouvoir travailler ensemble, d'apprendre à collaborer sur des projets les uns avec les autres, d'apprendre à se découvrir à travers notre relation avec les autres. Donc, c'est ça. Il faut que tu connaisses, il faut que tu apprennes à connaître chaque individu pratiquement avec qui tu travailles pour pouvoir aider cette personne-là à atteindre un autre niveau. C'est pas, comme on dit, c'est pas à la va-vite, là. C'est un processus. Y a-t-il un nombre de sessions que tu peux évaluer? Tu te dis, ben après tant de sessions, là, le travail commence, on commence à se connaître, ça vaut la peine de continuer. Parce qu'au début, tu peux pas aller faire une session. Est-ce qu'une seule session peut faire du bien? Ou si c'est à long terme qu'on voit les impacts positifs comme briser l'isolement, créer un cercle social, tout ça? Il y a les 2. Évidemment, dans notre société, on aimerait bien ça, qu'une fois ça marche puis que ça soit réglé puis qu'on fasse un petit Ça coûterait moins cher, ça serait rapide, on n'a pas le temps de niaiser. Non, c'est ça, mais il y a quelque chose qui se construit avec le temps, effectivement, tu as raison, pour pouvoir avoir de la confiance et tout ça avec les autres, puis de s'ouvrir, montrer notre côté vulnérable, ça demande du temps, il faut apprendre à se connaître. Donc, effectivement, il y a des fois où une séance avec quelqu'un ou un atelier de découverte un peu, un studio ouvert où les matériaux sont là, il se passe quelque chose, c'est intéressant. Puis, à long terme, il y a autre chose qui peut aussi se passer, donc dépendamment des objectifs de la personne. Mais justement, c'est quoi les objectifs que ces gens-là ont, les participants ont le plus souvent? Tu as parlé de briser l'isolement. Oui, évidemment, l'objectif, j'imagine, c'est de créer un projet artistique, mais c'est quoi les éléments les plus importants? Il doit y avoir quelques petites choses là, qui sont en haut de la liste. Là. Pourquoi on va consulter une art-thérapeute?
C'est certain qu'on pense souvent, rapidement dans les premiers objectifs à l'idée d'expression qui est non verbale, donc de pouvoir s'exprimer autrement avec les matériaux d'art. Des fois, le discours, c'est une chose, on a tendance à raconter les histoires de la même façon, mais avec les matériaux d'art, le processus créatif, il y a des surprises. Ça laisse place un peu à l'inattendu. On pense aux gens qui ont peut-être la difficulté à s'exprimer, mais aussi l'idée que des situations, des pensées, des sentiments, des émotions, c'est difficile à mettre en mots. Fait qu'avec des couleurs, des formes, des matériaux, juste ça peut nous aider à le dire peut-être autrement des fois. Fait que c'est sûr que ce petit bout-là, je sais pas, Jessica, si c'est quelque chose qui te parle là, de pouvoir utiliser autrement que le verbal. Ça t'aide-tu à exprimer des émotions, l'art-thérapie? Oui, l'art, ça m'aide à exprimer mes émotions. Je vais donner un exemple. Récemment, début novembre, mon grand-père du côté de ma mère est décédé. Puis verbalement, c'était difficile d'expliquer mon deuil, mais c'est avec l'art que j'ai réussi à faire mon deuil. Comment t'as fait ça? C'est-tu... t'as pris un pinceau ou le processus, c'est quoi? Ben, j'avais mes cahiers à colorier de Disney. Donc, je coloriais un petit peu là-dedans, là, puis ça m'aidait à passer à travers. Là. Ça te changeait les idées ou, en le faisant, tu pensais à ton deuil de ton grand-père? Ben, ça me faisait changer les idées, puis en même temps, je pensais au deuil. Donc, mais au moins, je sais que... Mais au moins... je sais pas comment dire ça. Mais au moins, je sais que même pendant cette période de deuil, j'allais à l'académie pareil. Puis ça me changeait les idées. Je me suis dit, je vais pas me laisser aller. Je vais continuer d'aller à l'académie comme d'habitude. Puis... c'est comme un ancrage un peu aussi dans ta vie. C'est ça, puis je pensais à rien d'autre que le moment présent. Oui. Mm-hmm. Est-ce que c'est seulement les émotions, disons, je dirais pas négatives, là, c'est pas le bon mot, difficiles, qui ont besoin d'être libérées, ou l'art-thérapie peut nous permettre de libérer notre bonheur aussi, notre joie, parce qu'on a tendance souvent à penser, en tout cas, moi, quand je m'exprime, pas avec des mots, ça peut être avec un marteau, une scie ronde, je vais faire de la construction. Oui. Puis c'est souvent parce que j'ai soit eu une mauvaise journée, mais c'est rare que tu dis, je suis heureux aujourd'hui, je vais aller taper du marteau, puis ça va me faire du bien. Et je me demande justement si on peut, les deux se peuvent. Oui, tellement. Puis faire des constatations sur qui on est, ça peut être très positif aussi de voir les forces qu'on a quand on pense à des gens qui ont une différence puis qu'à tous les jours sont confrontés à cette différence-là, d'être dans un milieu avec des matériaux où ils permettent enfin de pouvoir voir leurs forces, de juste voir ce qu'ils sont capables de faire. On prend la personne comme elle arrive, avec ce qu'elle est et tout ça. Donc, oui, peut-être pour exprimer des émotions difficiles puis se défouler, c'est une option. Pitcher l'argile par terre, ça pourrait être une façon de le faire, mais de découvrir qui on est puis de bâtir sur nos forces aussi, c'est une belle idée en art-thérapie qu'on peut utiliser. Oui. Une chose que vous avez en commun, vous travaillez avec, si je ne me trompe pas, tu as travaillé avec des personnes âgées aussi. Oui. Parce qu'il y a différentes clientèles à aider pour différentes raisons. C'est ça qui est intéressant. Dans le fond, toi aussi, tu as aidé les personnes âgées, Jessica. Tu vas leur changer les idées en leur permettant... Parce que souvent, ces gens-là n'ont peut-être pas l'autonomie de sortir voir des spectacles ou la santé pour dire, on va aller assister à un événement. T'amènes du bonheur dans une résidence pour personnes âgées, ils passent un bon moment. Tu as fait la même chose. Tu as eu une clientèle âgée aussi, Andrea? Oui. Et j'imagine que c'est-tu pour les mêmes raisons? Ils ont d'autres besoins, j'imagine. De vieillir, c'est pas toujours facile non plus. Non, exactement. Là. Donc, quand on pense à des gens qui ont des troubles neurocognitifs, par exemple, l'Alzheimer, en vieillissant, oui, c'est ça. Exactement. Donc, ça peut déjà d'accepter la maladie, d'accepter de travailler avec ses pertes. Fait que quand je parle de force, c'est là aussi, de voir c'est quoi qu'il y a de la personne qui était là puis qui reste encore. J'ai l'idée d'une personne architecte, par exemple, que j'ai eu dans mes groupes, difficulté à suivre le discours, à prononcer des phrases complètes et tout ça, mais un crayon de plomb puis un papier,
Puis on retrouve l'architecte dans cette personne-là. Là, il peut nous dessiner des choses incroyables. Donc, de continuer à travailler sur les forces de la personne tout en acceptant les pertes qui viennent avec la maladie. Pour les personnes âgées, ça serait une façon là, de travailler avec leur thérapie. C'est intéressant parce que l'Alzheimer, c'est une différence aussi parce que, je sais pas, les gens, il y a une partie de leur vie où ils en sont conscients. Ouais. J'imagine que c'est à ce moment-là que tu dois travailler avec ces gens-là. Ça doit être assez terrorisant de savoir qu'on perd des capacités cognitives. Comment tu travailles avec une personne qui a justement cet enjeu-là? J'imagine que ça prend une ouverture, premièrement, de la personne, de dire, je veux... Tout à fait, oui. Qui a envie de travailler avec toi, qui a envie d'utiliser les matériaux d'art, Tu qui peux est pas forcer curieux. personne à faire de la peinture, puis en disant, ça va te faire du bien, tu vas voir, tu sais. Non, c'est ça, exactement. On peut débuter un petit projet, puis tranquillement, peut-être leur demander de nous aider s'ils ne veulent pas trop participer, mais effectivement, le consentement est très important pour pouvoir travailler en art-thérapie. Puis au niveau aussi des relations, de pouvoir travailler ensemble. Donc, des fois, ils n'ont pas beaucoup de choix dans leur vie à ce moment-là. Tout est fait un peu pour eux. Il y a des proches aidants, par exemple, ou une résidence qui peut venir combler les besoins, mais de pouvoir prendre des décisions, de juste choisir quelle couleur tu as envie de mettre sur le papier, par exemple. Tu sais, c'est des petites choses, des fois, qui font vraiment une différence pour les gens en perte d'autonomie. Puis toi, Jessica, clairement, les arts, c'est ta tasse de thé, là. Oui. Mais Ben oui. je veux dire, t'en manges carrément, là. Ben oui. T'en fais... Tu sais, du dessin avec une petite tasse de café le soir, là, bien tranquille. Quand tu reviens de l'académie, c'est un petit peu ça. Ce que je trouve magnifique, c'est de l'entendre partager aussi ça avec les personnes âgées. Tu faisais le lien avec les personnes âgées, puis je trouve ça beau de voir cette idée-là d'aller chanter, tu sais, pour eux, puis de leur offrir probablement un cadeau qu'elle a, là, de pouvoir avoir une belle voix et tout ça avec les personnes âgées. Donc, ouais. Ah oui, les résidents, là, ils trouvent que j'ai une belle voix. Mais avant que je... T'as une belle voix. Mais oui. Mais avant... Elle dit, ben oui, c'est correct, c'est réglé. Oui, on l'a dit, je le sais, c'est vrai. Non, mais avant que je fasse la tournée des résidences, avant que je commence l'académie, je travaillais dans les résidences. Je travaillais dans les résidences pour personnes âgées. T'avais un emploi. Oui. Puis tu faisais... Là, t'as-tu un... OK, j'ai trop de questions. T'as-tu un emploi actuellement? Non, je travaille pas. OK. Donc, Elle est à temps plein à l'Académie ben là, je des sais, mais ça, Arts, c'est le soir, Trouve ta ça, voix. Andrea. Le soir, elle est bouquée bien raide. Mais non, mais... Tu vas aller au cinéma avec Jessica. Oublie non. Ça va être tard à 10 h le soir. Tu vas dormir devant Mais ton je pourrais film. aller créer avec elle, par exemple. Ça, il y a de la place dans son horaire pour ça. Là. Aller chanter une chanson avec elle, un petit pinceau. Dans le jour, moi, je fais 3 heures d'école à distance par jour. Wow. OK. Si on revient justement à ton parcours scolaire, parce que avant qu'on commence le balado, comme tu es très, comment je dirais, volubile au niveau, tu as le goût de parler, puis là, je te disais, dis-moi pas tout ça tout de suite, là, dis-moi là dans le balado. Tu nous as dit tantôt, j'ai fait mon examen de français, j'ai eu 100 c'est pas un examen, c'est un devoir de français. Un devoir, oui, OK. Excuse-moi. Mais tu as quand même eu, à retenir ici, c'était le 100 hein? Oui. As-tu souvent eu des 100 Andrea? Je me rappelle pas. Ouais. À ce que ma mère m'a conté, c'est que quand j'étais en première année, j'avais des 100 partout dans les dictées. Ça, c'était une de tes forces. Ouais. Fait que si je fais des fautes de français en m'exprimant, est-ce que tu t'en rends compte ou tu es assez fine pour me le dire? Mais j'étais assez fine pour pas le dire. Parce que tu sais... Un si j'aurais, mettons, tu t'en rendrais compte, là. Ouais. Ou si je dis mes amis sont pas de bonne humeur. Je te corrigerai pas en ondes parce que je suis quand même indulgente. T'es trop gentille. Mais ton examen, parce que t'es encore à l'école, là. Ben oui. C'est ça que je comprends. Ben oui, parce c'est que ça qui est impressionnant. Oui, parce que je veux finir mon diplôme d'études secondaires. Qui est un diplôme régulier. Que Oui. tu veux le vrai. Parce que ça, là, le vrai diplôme, le faux diplôme, des fois, quand chez les personnes autistes, il faut faire des deuils en tant que parent et en tant qu'individu, là, aussi. Là. Si je prends, par exemple, mon garçon, assez rapidement, on a compris que l'école n'était pas, disons, une façon d'obtenir une graduation légale ou un diplôme quelconque. On savait que l'école, c'était plus pour... espérer, en tout cas, la socialisation, apprendre une certaine autonomie. Au secondaire, dans certains programmes, c'est plus basé sur l'autonomie. Préparation au marché du travail. Des fois, on se posait les questions en tant que parent.
Que se passe-t-il dans ces classes? Sont-ils capables d'apprendre des choses? Puis en bout de ligne, on se rend compte que c'est au fil du temps que tu comprends l'utilité de cette période scolaire-là. Mais toi, ton objectif, c'est d'avoir ton vrai diplôme Oui, parce du que- ministère de l'Éducation. Ouais, déjà que j'ai eu le faux diplôme. Mais- Oui, c'est celui pour faire plaisir, là. Ouais, mais j'avais fait un test de développement général qui appelait. Puis je me suis dit, même si je l'ai fait il y a quelques années, pour moi, c'est insuffisant. Puis c'est pour ça que ça me prend le diplôme d'études secondaires. L'objectif derrière ça, l'idée d'avoir un diplôme, tu sais, comme un peu Andrea, tu as fait une maîtrise. Ça, c'est, moi, j'appelle ça les gens, les beaux fous. Les beaux fous qui font comme moi, je m'investis des années. Toi, ton objectif, parce que le diplôme d'études secondaires, ça ouvre les premières portes vers bien des choses. Mais c'est pour ça que moi, quand j'ai travaillé dans la cuisine avant, puis c'est à cause de l'anxiété que je pouvais plus vraiment faire ça. Donc, je voulais comme vraiment aller à fond pour finir mon diplôme pour avoir mon diplôme d'études secondaires, pour changer de carrière éventuellement. Tu t'enlignes vers quoi? C'est quoi ton rêve, ton objectif? Tu dis, là, j'ai un diplôme en main, mais diplôme, pas diplôme. Ben, Tes ambitions au niveau du travail, parce que le marché du travail pour les personnes différentes, on le sait, c'est difficile, parce que des fois, ça prend des accommodements, ça prend des employeurs ouverts d'esprit, puis on en parle, à mon avis, pas encore assez de cette ouverture-là. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais évidemment, des fois, c'est des spécialités qui ne peuvent pas accueillir n'importe quel individu, mais comment tu vois, dans quel domaine tu voudrais aller, puis comment tu vois cette possibilité-là? ben, moi, je me vois étudier dans le conseil de voyage. Est-ce que ça serait des voyages à Disney? Ça serait des voyages à... Hey, ça va marcher, ça. Ça serait des voyages à Disney, mais pas seulement Disney. Il y aurait aussi Universal, mais Oui. puis je voudrais aussi vendre des voyages dans le Sud, des tout inclus, puis des forfaits en Europe. Moi, je voudrais toucher à tout. OK. Ben Disney, il y a des Disney partout aussi dans le monde, je pense. Oui, il y en a deux. Il y en a un en Californie qui a ouvert en 1955. Parfait. En Floride, il a ouvert en 1971. Au Japon, il a ouvert en 1983. En France, il a ouvert en 1992. En Chine, à Hong Kong, il a ouvert en 2005. Puis le petit dernier, à Shanghai, il a ouvert en 2016. Ça en fait 6. Oui, T'as tout... Hey, C'est fascinant. c'est fascinant parce que tu fais pas d'effort pour retenir les dates, dans le fond. T'es connais, c'est naturel. c'est naturel. Je sais pas si c'est génétique ou Ben, que c'est- je fais des recherches sur Wikipédia. Je pense que c'est inné. C'est un des traits autistiques, on peut dire ça comme ça, Andrea. J'imagine. Une belle toi, t'as force. vu beaucoup. C'est une belle force, oui. Parce que c'est fascinant. Tu sais, on dit souvent Ouais, les ouais. personnes autistes, même d'ailleurs, quand tu vas dans l'extrême, on peut des fois les traiter un peu comme des bêtes de cirque, tellement ils ont des capacités particulières. À une certaine époque, c'était un peu ça. Ah oui, par exemple, Dustin Hoffman dans le film Rain Man. Qui a envoyé un message qui a été difficile à défaire par la suite de ça, Ouais. parce que les gens qui connaissaient pas l'autisme se disaient, ben chaque personne autiste est capable de calculer dans sa tête la racine carrée d'un chiffre pas possible. Oui. Puis quand on t'écoute, les gens qui pensent que l'autisme, c'est seulement ça, ben eux autres, ils vont se dire, ah, ben, je savais que c'était ça, l'autisme. C'est autre chose. Toi, tu vois beaucoup de profils, Andrea, défiler devant toi. Déficience intellectuelle, autisme. L'autisme, pour toi, ça se définit comment? Je sais que c'est une grosse question, C'est une mais grosse parce que question. je sais, mais c'est que Parce qu'il y a un spectre. c'est un spectre, donc, mais pour il y a des pas un gens. profil. là. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est Ouais. des fois, puis j'inclus pas tous les gens, c'est une chose ou son contraire, une force ou une faiblesse. Ouais. Les nuances sont plutôt rares, à part pour la parenté, l'entourage immédiat. Toi, pour les gens qui nous écoutent, je sais que tu n'es pas une spécialiste de l'autisme, mais tu envoies des gens défiler.
Tu le définirais ça comment, ce profil-là, qui est Ouais. très large? Là? On dirait que je ne vais pas vraiment répondre à ta question. C'est ça, mais je c'est savais. pas En grave. train de la poser, puis je me disais, peut-être pas le bon moment, mais Ben c'est correct. En fait, tu sais, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand on parlait de force puis d'individualité puis d'être différent, mais on est tous des êtres humains différents. les t'as parlé stéréotypes que tu entends le plus souvent, Oui, je comprends. qu'il faut briser. Oui, de s'intéresser à la personne, de voir c'est qui en arrière de cette étiquette-là. En fait, qu'on parle de déficience intellectuelle ou du trouble du spectre de l'autisme, il y a une facette, une multitude de possibilités en arrière de tout ça. Donc, ce que Jessica parle au niveau des symptômes peut-être qu'elle a de tout ça, ben c'est une chose, mais il y a plusieurs possibilités dans ce spectre-là. Parce que c'est facile de dire, ben moi, j'aime Jessica parce qu'on peut parler de dates, qu'on peut parler de choses spécifiques, mais comme tu dis, la Jessica qui nous décrit sa propre personne depuis tantôt est beaucoup plus que ça. Là. Tout à fait, oui. Tes émotions, comment tu t'exprimes, tes rêves. Là, tu sais, on était rendu à... Tu vas devenir agente de voyage. Ouais. Est-ce que tu vas charger cher? Parce que souvent, il y en a qui le font déjà désigner. Tu as de la compétition, là. Oui, mais elle a des connaissances que les autres n'ont pas. Là. Ici, là, on vient d'avoir un Je- mini-aperçu. Écoute, On veut en savoir plus de je tout ça. Je Là. pense que c'est imbattable. Ben, ça va dépendre de la compagnie avec laquelle que je vais m'affilier. Parce que, tu sais, chez Voyage Enchanté, c'est pas la même affaire que chez Aquaterra. OK, si tu le dis. C'est pas la même chose. Non, c'est ça. puis- Je connais aucun des deux, mais... Il va falloir qu'elle soit guide aussi après. Là. Une fois qu'on va être rendu là-bas, il va falloir Ouais, qu'elle nous guide explique touristique. tout ça. Là, c'est ça. Il y a les croisières Disney Oui, aussi. oui, les croisières Disney qui ont commencé en 1998. Qu'est-ce qui se passe sur nos... Oui, merci pour l'information. Là, j'espère que les gens qui écoutent le balado prennent plusieurs notes. Un, Ouais. que quand elle va avoir son propre agence, on sait qui contacter. Mais deux, Oui. c'est impressionnant, toutes les dates que tu connais. C'est quoi une croisière Disney? Ben, Et y a-tu des mascottes sur le bateau aussi? oui, il y a des mascottes sur le bateau. Le bateau est-tu 100% Disney? Oui, ou- il est 100% Disney. OK. Est-ce que tu es consciente que ton côté, que ton diagnostic d'autisme fait en sorte que tu as des intérêts spécifiques? Oui. Ça, tu le sais. Quand on te le dit, tu le comprends que ça fait partie de l'autisme, ça. Ça, je le sais. Fait comme Disney, tes capacités à connaître le milieu artistique, la mythologie. Oui, oui. La mythologie, c'est facile pour toi. Parle-moi un petit peu de cet intérêt-là que tu as. Ben, cet intérêt de mythologie, ça a commencé avec un jeu vidéo. Ça a commencé en jouant au jeu Edge of Mythology. Sur quelle console? Juste pour... Sur la console, ben, sur PC, là. Ben, tu m'as perdu, On tu m'as perd, perdu moi aussi, déjà hein. avec le titre du jeu, mais tu étais une gamer, donc ça t'a amené dans Je- cet univers-là. J'étais adolescente à l'époque. OK. Puis je joue encore aujourd'hui, là. Donc, Puis tu connais, là tu as décidé de développer cet intérêt-là. oui, ouais, parce que dans le jeu, il y avait la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, puis la mythologie nordique. Puis, dans une autre extension qui est arrivée dans le jeu, il y a eu la mythologie chinoise, que je connaissais pas avant. Puis j'ai appris à connaître la mythologie chinoise. Puis, j'ai fait des recherches sur Internet pour aller voir l'hindou, l'aztèque, la japonaise, les mythologies africaines. T'es une curieuse, dans le fond. Oui. Toi, André, comment tu fais pour dealer avec tout ça? Parce que les gens que tu rencontres arrivent avec un bagage, arrivent avec une personnalité, mais arrivent aussi avec des intérêts spécifiques, Oui. des besoins émotifs. Ça te prend combien de temps à évaluer une personne en thérapie pour dire les besoins et la façon que je vais travailler avec cette personne-là, ça va être telle ou telle manière? Oui. Euh, Puis de mettre à profit aussi les intérêts, tu sais, d'utiliser ces intérêts-là qui sont très spécifiques pour... tu parles de la Ah, personne. Oui, c'est ça, exactement, pour pouvoir aller plus loin. Donc, je ne sais pas comment, pour Jessica, ça se traduit dans les arts, si elle utilise justement des personnages de Disney pour faire ses œuvres ou de la mythologie pour, je sais pas, acter, faire du... Ben, moi, je fais un petit peu d'écriture de mythologie, Oui. mais avec ChatGPT. Puis ça- C'est-à-dire, oui. Fait que ça, c'est dans mes passions. Fait que là, j'écris des histoires avec ChatGPT. Je lui donne une idée au robot, puis le robot, il me met l'idée en lumière. Puis après ça, je me fie à ce qu'il me dit, puis je m'inspire pour le reste des lignes par la suite.
Mais quand on parlait d'isolement social, là, quand on part de quelque chose comme ça, là, on est tout de suite fasciné par ce qui est en train de se passer, puis on a envie d'en savoir plus. Fait que c'est à travers ces moments-là qu'on peut bâtir, par exemple, dans un groupe, s'il y a des intérêts spécifiques de chaque personne, ben les liens entre eux peuvent se créer tranquillement. Tu sais, quand j'entends Jessica parler de la mythologie ou des personnages de Disney, ben il y a plein d'idées qui viennent sur comment on peut travailler avec ça après pour élargir peut-être les possibilités après, dépendamment de ce qu'elle a envie de faire. Si on parle d'anxiété, de réduire l'anxiété peut-être, quand les mains sont occupées. Des fois, l'esprit est un petit peu moins occupé, ça peut aider. Donc, oui, il y a des liens à faire là, entre... Puis est-ce que c'est les gens qui arrivent avec leurs besoins ou tu dois les découvrir toi-même en tant que thérapeute, de dire, OK, on a une personne ici qui est venue... Bien, premièrement, est-ce que les gens viennent de leur propre gré? J'imagine que oui, mais est-ce que tu dois fouiller pour savoir où sont les problématiques? Comment je peux aider cette personne-là? Ou les gens vont dire, ben moi, je suis anxieuse, j'aimerais ça régler tel truc. Comment tu peux m'aider à extérioriser mes émotions? Oui, un peu des deux, en fait. Là. Les gens arrivent définitivement avec des besoins, puis ils peuvent en faire part avec les mots qu'ils ont à ce moment-là. On utilise aussi les matériaux d'art pour faire l'évaluation, pour voir comment ça se passe pour la personne. Ça se passe comment? Puis... Les matériaux d'art, tu veux dire? Oui, de voir comment elle les utilise. C'est quoi? Quand on peut penser aussi aux intérêts ou aux limitations, peut-être que dans les matériaux à utiliser, peut-être que c'est pas tout le monde qui va vouloir se mettre les mains dans l'argile s'ils ont des problèmes avec le sensoriel et tout ça. Là. Donc, de voir comment la personne, elle crée, c'est quoi son imaginaire, c'est quoi qui l'intéresse, puis où elle veut aller, le cheminement qui est prêt à faire avec tout ça. Puis on découvre définitivement des choses en cours de route pour la personne à travers le processus. Là. Mais ça lui appartient. Il faut laisser le pouvoir à la personne de le faire. Tu peux pas vraiment te lasser de ton métier parce que c'est tout le temps basé sur une nouvelle personne que tu rencontres. Il doit y avoir quelque chose de stimulant là-dedans, de toujours... Ben, c'est même pas recommencer à zéro, c'est dans le fond de commencer... Une personne est un projet. Se laisser toucher par la personne avec la curiosité. Puis souvent, ce qui est le plus touchant, c'est les métaphores qui se passent. Par exemple, quand on parlait tantôt d'une personne qui perd le fil de la pensée avec la maladie d'Alzheimer, mais qu'en même temps qu'elle perd le fil de sa pensée, elle est en train de coudre avec un fil. Il y a des métaphores comme ça qui se passent, qui sont magnifiques à voir. Quelqu'un qui serait plus isolé, par exemple, une participante dans un groupe, puis à travers l'œuvre collective, le mouvement du crayon, elle vient toucher aux autres participants. Tu sais, quand on pense à ces métaphores-là, la curiosité qu'on a envers leur vécu, on continue toujours, on a toujours quelque chose à découvrir dans le fond, là. Mm-hmm. Ouais. Quand tu travailles avec cette clientèle-là, tu rencontres des gens comme Jessica, tu te vois-tu revenir avec une clientèle neurotypique aussi? Est-ce que tu touches aux deux tout le temps ou tu es vraiment concentré sur la clientèle neurodivergente? Oui, bien présentement, comme prof à l'université, je dois avouer que c'est ce qui prend le plus grand de mon temps. Okay. Mais dans les projets de recherche, par exemple, je vais aller retrouver cette intervention-là auprès des participants. Donc, autant avec des gens qui ont une différence que les personnes âgées et tout ça. C'est vraiment les deux clientèles là, qui me touchent. Tu peux naviguer entre les deux sans problème? Peut-être pas sans problème, mais oui. Faut se remettre dedans, comme on dit. Oui, c'est ça. Peu. Il y a des beaux liens à faire entre plusieurs clientèles comme ça. Là, puis ça varie aussi notre quotidien. Fait que, ouais. As-tu des belles histoires, sans évidemment nommer de nom, mais des gens qui sont arrivés avec certains besoins et un nombre de semaines X plus tard, tu as vu une progression dans leur... justement, te combler leurs besoins. Ils ont réussi à accomplir des choses, des défis, un peu comme tu parlais tantôt, l'architecte. Là, il doit y avoir beaucoup d'exemples qui comme ça, c'est chaque personne finit par relever des défis. Oui, définitivement. Puis, tu as parlé de combler leurs besoins, mais en fait, ça leur appartient, tout ça. Donc, c'est vraiment eux qui se découvrent à travers le processus, que ce soit quelqu'un, justement, avec de l'anxiété, que c'est plus difficile pour lui, puis d'arriver à créer des liens avec les autres participants. Juste ces moments-là, c'est super touchant. Ou quelqu'un, justement, avec la maladie d'Alzheimer qui perd des bouts, qui a de la difficulté, mais qui retrouve une force, une joie, un petit étincelle dans l'œil et tout ça quand il est assis en train de créer. C'est tous des moments qui viennent nous toucher. Là, Jessica, tantôt, tu nous as dit ce que toi, l'art t'apportait. Toi, Andrea, ça t'apporte quoi à toi personnellement? Y a-t-il un sentiment de réussite quand tu vois quelqu'un qui accomplit des choses qui n'étaient pas, disons, disposées au départ, qui va faire un pas à la fois, mais avec toi?
Ça doit être une certaine fierté. Cette posture-là d'être témoin, parce que c'est un peu ça l'idée, tu sais, d'être entendu, d'être vu, donc d'être témoin de la personne devant toi, d'offrir le cadre qu'il faut, sécuritaire, pour qu'ils se sentent prêts à prendre des défis, à être vulnérables avec toi. Quand on sent que tout est en place, qu'on a mis tout ça pour que la personne puisse y arriver, c'est sûr que c'est valorisant, puis ça fait en sorte qu'on a le goût de continuer puis d'aider d'autres personnes. Qui est le dieu du vin? C'est Dionysos. Le dieu de l'amour? C'est Eros. Shiva. Qui est Shiva? Shiva, c'est... Je sais pas moi-même, là. Je brainstorm. C'est une divinité de la mythologie hindoue. OK. Mes compétences et ma culture s'arrêtent là. Mais je le tends un petit piège. Tu m'impressionnes vraiment. Merci. Je te souhaite vraiment, Jessica, de devenir ce que tu veux devenir, même si ça change en cours de route. Tu as une belle énergie. Je pense que tu as un bel avenir devant toi. Puis, Ouais. sais-tu quoi? Tu vulgarises très bien aussi l'autisme. Tu vulgarises très bien l'anxiété. Puis, tu es un exemple de gens qui passent par-dessus beaucoup de défis, qui défoncent beaucoup de barrières. Comme la fois où j'étais à Disney toute seule. Toute seule. J'ai pris l'avion toute seule. Toute seule. C'est un exemple. Là. Non, mais c'est un super... Disney, moi, je suis jamais allé. J'ai vu... Il y a du monde, là. Oui. Tu as fait ça toute seule. Oui. Tu es quelqu'un d'inspirant. Merci. Et puis, Andrea, je te remercie infiniment d'avoir participé. Tu es inspirante également par ton parcours. Les gens qui aident les autres, forcément, ont un impact sur leur entourage. J'imagine que tu es entouré de bonnes personnes parce que des gens comme ça qui donnent leur vie carrément pour aider les autres. Parce que ta vie professionnelle est dédiée à aider des gens. Et ça, pour ça, là, bravo, je te lève mon chapeau. Vous êtes incroyables. Vous faites un beau duo ensemble. Merci. Faites-vous encore de la thérapie ensemble ou... Non, première fois qu'on se rencontre. Non, Vous mais n'avez c'est ça, jamais c'est la fait. première fois, on se connaît à pas, l'académie, mais le vous vous êtes jamais début. croisés. C'est le début de C'est le quelque début de chose, quelque chose. peut-être. Ben, je vous souhaite peut-être. d'exploser ça ensemble. Merci d'avoir été là. Je te remercie beaucoup. Merci. On se reparle bientôt, tout le monde. Vox Pop. Quelle forme d'art aimes-tu le plus et pourquoi? J'aime surtout les cours de chant, car j'aime bien chanter. C'est très, très amusant. C'est surtout le chant. J'aime le dessin parce que j'aime beaucoup dessiner des mandalas. Moi, c'est chanter et c'est le bonheur. J'aime chanter et danser. J'aime me sens libre. J'aime ça chanter parce que ça me fait exprimer mes émotions. J'aime beaucoup l'art visuel, la peinture, le dessin, tout ce qui fait partie de l'art. Le chant, j'aime la danse aussi, mais je suis pas un danseur, moi, mais j'adore le chant. L'art t'aide comment dans ta vie? De m'aider à exprimer ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens, dans ma vie. C'est ça. Ma grand-mère était artistique et ma mère aussi, donc moi, ça m'aide à me relaxer. Moi, c'est m'exprimer et découvrir de nouvelles chansons. Ben, ça m'aide à m'exprimer, puis à dire comment je me sens, puis à demander de l'aide quand j'ai besoin. Mon Dieu, c'est ce qui me libère le plus de ma solitude, qui me permet d'avancer dans la vie, puis qui me donne une grande confiance en moi.